de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Julien Lapin, François Mitterrand a décidé d'abandonner le port commun à gauche. Salut la ministre, on rentre à Paris. Pourquoi il y a 67 je commence une carrière de dictateur. Bonne nuit, les petits. Faites de vos rêves. Tonton veille sur vous. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir. Votre raison, monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs les candidats, cher public, en préambule, je tenais à vous dire que c'est un véritable plaisir d'avoir créé ces journées de l'éloquence, ce premier festival de l'éloquence, et d'avoir rassemblé autant d'énergie. Je tenais en préambule à remercier la mairie d'Aix-en-Provence qui a permis et a donné l'opportunité à des jeunes de créer un festival et de créer un événement culturel que l'on veut majeur pour les prochaines années. Donc je tenais en préambule à faire ça et je pense qu'on peut remercier collectivement la mairie d'Aix-en-Provence. Tendez l'oreille. Nous sommes ici par la volonté du peuple. Qu'entends-je au loin, dans la pénombre de l'histoire, un son, une voix, un mot se dégage. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Écoutez au loin, vous entendez? Des voix déchirent le voile de l'oubli. Des personnages poussent la porte du trépas. Ce soir, ils réclament leur droit de siéger avec vous. Ce soir, ils viennent contempler ceux qui se réclament de leur héritage. Voilà Mirabeau, l'enfant terrible de la Constituante, qui mettra ses talents oratoires au service d'une certaine vision de la France. Danton, l'athlète de la liberté, qui du haut de la tribune convoquera toutes les énergies du pays afin d'en garantir l'intégrité, appelant les Français à plus d'audace. Comme des pères débordants d'orgueil, ils seront les premiers témoins de vos faux pas, vous envoyant des ondes légères. Chers compétiteurs, l'éloquence est un don, une magie naturelle, la lumière qui fait briller l'intelligence. La parole, aujourd'hui comme hier, est capable de bousculer l'histoire, d'en faire changer le cours. Mesdames, Messieurs, j'ai donc le plaisir de déclarer le concours national d'éloquence ouvert, que l'éloquence soit et que le meilleur gagne. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour ces qualifications du concours d'éloquence dans le cadre des premières journées de l'éloquence d'Aix-en-Provence. Je vous propose tout de suite qu'on passe à la présentation de notre jury avec comme président Philippe Bilger. Je vous demande de l'accueillir. Bonsoir Philippe Bilger. Vous présidez, Philippe Bilger, aujourd'hui l'Institut de la Parole. Vous êtes également magistrat honoraire et dans le cadre de votre profession, c'est-à-dire avocat général à la Cour d'assises de Paris, vous avez été amené à requérir dans de nombreuses affaires, dont certaines très médiatiques, je n'en citerai
que quelques-unes, l'affaire Christian Didier, le procès d'Émile Louis, ou encore Maxime Brunery, l'auteur de la tentative d'assassinat manqué contre Jacques Chirac en 2002, le 14 juillet. Mais vous êtes ici ce soir en tant que président du jury. Je vous remercie d'être là, Monsieur Bilger. Je vous demande maintenant d'accueillir François de Closet, un des membres de notre jury. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur de Closet, et merci. Vous avez suivi une double carrière de journaliste et d'écrivain. Vous avez débuté cette carrière comme grouillot à l'agence France Presse avant de la poursuivre chez Science et Avenir, l'Express, Le Nouvel Observateur, L'Événement du Jeudi, pour ne citer que ces titres. En 70, vous publiez votre premier essai, En danger de progrès, de nombreux suivront jusqu'à aujourd'hui. Merci d'être là. Et enfin, je vous demande d'accueillir le dernier des membres de notre jury, Patrick Menucci. Bonsoir Patrick Menucci. Bonsoir. Vous êtes député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous êtes également membre du conseil municipal de Marseille depuis 1983. Vous avez notamment été vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et candidat en 2013 pour le Parti socialiste à la mairie de Marseille. Mais vous êtes ici particulièrement chez vous parce que vous êtes notamment diplômé de Sciences Po Aix. Merci. Donc je vous propose maintenant un rapide mode d'emploi de notre soirée. 3 sujets ont été tirés au sort. Sur chacun de ces 2 sujets, 2 équipes vont s'affronter, l'une à l'affirmative, l'autre à la négative. Et les 3e candidats de chaque équipe s'affronteront au cours d'un débat modéré par les membres de notre jury qui sont ici. Ce soir, nous avons 5 délégations qui sont venues de la France entière et qui représentent 5 écoles. Ces écoles sont donc Centrale Paris, une délégation aixoise qui est composée de Sciences Po Aix et d'Aix-Marseille Université, Sorbonne Université, Sciences Po Toulouse et enfin l'Institut libre d'études des relations internationales. Et j'en profite pour vous signaler le désistement de dernière minute de ISAE Sup Aéro qui entraîne une modification de la dernière de nos 3 joutes, qui ne sera pas constitué de 4 discours à l'image des 2 précédentes, mais seulement de 2, et le débat sera tout de même maintenu. Monsieur Bilger, je vous laisse maintenant la parole, si vous le souhaitez. Comment résister à une parole qu'on ne vous a pas donnée? Au fond, lorsque l'animateur a eu la gentillesse... Micro, quelle horreur! Quand l'animateur a eu la gentillesse de me présenter comme président de l'Institut de la Parole, j'ai été très touché de percevoir que c'est peut-être pour ce motif que j'avais été choisi pour ces journées de l'éloquence, pour présider ce trio. J'insiste sur le terme de parole parce que même si vos journées s'appellent de l'éloquence, j'ai tendance à considérer que l'éloquence est trop souvent un vernis superficiel, une cerise sur un gâteau, mais que le gâteau n'a pas d'intérêt s'il n'est pas composé par l'intelligence, de la liberté et de la densité intellectuelle. Donc je ne doute pas que les candidats que nous allons entendre tout à l'heure avec un immense plaisir sauront retenir la leçon de l'intelligence qui s'accorde naturellement avec le talent. Mais au fond, si j'éprouve une certaine émotion à l'idée de présider aujourd'hui, c'est que durant plus de 40 ans, en tant que magistrat, j'ai souvent entendu dire que les collégialités étaient des structures très incomplètes, très imparfaites. Pour vous dire vulgairement les choses, on disait en général, il y a un président et il y a au moins un assesseur potiche, voire les 2. Donc c'est le président qui va dominer. Et puis-je dire qu'aujourd'hui, et sans fausse modestie, j'espère simplement d'être à la hauteur de mes 2 assesseurs prestigieux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur de Closet. Je voudrais simplement avoir le bonheur de voir les personnes auxquelles je vais m'adresser ce soir et les orateurs s'adresseront. Je pense qu'il faudrait faire allumer un peu la salle. C'est très désagréable de parler devant un trou noir. Merci, Monsieur de Closet.
Je vous propose que nous passions maintenant à ce pourquoi nous sommes là ce soir, c'est-à-dire la première joute. Et le premier sujet de ce soir, je suis Charlie. Nous aurons à l'affirmative l'école centrale Paris et à la négative la délégation aixoise composée de Sciences Po Aix et d'Aix-Marseille Université. Je vous propose d'accueillir Jean-Baptiste Jette de l'école centrale de Paris et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Messieurs les membres du jury, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui ont organisé ce superbe festival et bonsoir à vous, orateurs et spectateurs venus de partout. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, fermons les yeux un instant et revenons 4 mois en arrière, au 11 janvier 2015. Que voyons-nous? Qu'entendons-nous? Je suis Charlie. 3 mots écrits en blanc et gris sur fond noir, un slogan, un emblème, certains me diront peut-être un hashtag. 3 mots qui ont fait le tour du monde, qui étaient sur tous les écrans, dans tous les journaux. 3 petits bouts de la langue de Molière qui ont résonné à travers les rues et les boulevards, portés par les accents du monde entier. Mais depuis quelques mois, c'est silence radio. Alors, où est Charlie? Pour le retrouver ce soir, n'en déplaise à certains, j'ai choisi de redire avec fierté que je suis Charlie. Parce que je suis nostalgique des grands rassemblements de janvier? Peut-être bien. Mais encore plus parce que je crois encore aujourd'hui aux idées que ces 3 mots ont réussi à incarner. Alors certes, je les vois venir tous les anti-Charlie qui tenteront de me convaincre que moi, non, je ne suis pas Charlie, ou peut-être que Charlie, ce n'est pas celui que je crois. Mais sommes-nous seulement d'accord sur qui est Charlie? Charlie, voyons, ce n'est pas simplement un journal hebdomadaire lu par un public que l'on sait tous minoritaire, à l'exception peut-être de certains médias étrangers, qui le prennent à tort pour l'égal du Monde ou du Figaro. Charlie est bien plus consensuel, il a une ampleur bien plus significative. D'ailleurs, j'ai beau vous dire ce soir que je suis Charlie, ce n'est pas pour autant que j'ai lu ou que je lirai un jour Charlie Hebdo. Que ce soit clair, en disant « je suis Charlie », je ne clame pas mon appartenance au lectorat ou au fan club de Charlie Hebdo. Je suis même plutôt de ceux qui affirment qu'il existe peut-être des moyens plus judicieux et plus respectueux de dénoncer les problèmes de notre société que le blasphème ou l'amalgame parfois. Toujours est-il qu'un tel journal doit avoir le droit d'exister en France de nos jours et de publier, et c'est cela que je revendique en disant « je suis Charlie ». Et songez donc que dans 50 ans, 100 ans, peut-être que les caricatures de Charlie Hebdo ne choqueront plus comme elles le font aujourd'hui. Combien de tableaux, combien de livres ont choqué lorsqu'ils sont parus, alors qu'aujourd'hui ils ne font plus le moindre effet, ou presque. Je ne sais pas penser par exemple à un tableau de Manet. Mais Charlie, c'est un symbole, et c'est même un tableau si vous voulez, restons sur la peinture. Regardez donc, ne le voyez-vous pas? Charlie assassiné qui gît dans sa baignoire, la tête inclinée, tenant de sa main droite le stylo, le crayon, qui, lui tout seul, est déjà tout un symbole, et dans sa main gauche, une dernière caricature. Voilà le symbole de la liberté d'expression et du prix à payer pour cette liberté. Dire « je suis Charlie », c'est un moyen de rendre hommage à ceux qui sont morts, le crayon au poing, pour avoir fait usage d'une liberté que nous devrions tous accepter comme un des fondements de notre société. Mais dire « je suis Charlie », c'est aussi affirmer que cette liberté-là, je l'accepte pour moi et pour autrui. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Voilà ce que nous rappelle l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et nous sommes ici pour célébrer les hommes et les femmes de la Révolution. Eh bien, tel est leur commandement. La liberté d'expression n'est donc pas au-dessus de la loi, cela va de soi. Or justement, la loi n'interdit pas les caricatures, pas plus qu'elle interdit le blasphème d'ailleurs. La loi protège les citoyens, elle ne protège pas les religions. Alors, peut-être que Charlie Hebdo allait trop loin, peut-être que d'un point de vue moral, ils ont quelquefois abusé de leur liberté d'expression. Toujours est-il que ce n'est pas avec un fusil d'assaut qu'on dénonce ce genre d'abus. Ce que je défends en disant « je suis Charlie », c'est aussi ça. Face à une caricature qui me blesse, j'ai le droit de répondre, j'ai le droit de critiquer, j'ai le droit de m'indigner, mais avec des mots et des coups de crayon, non des balles et des coups de feu. Souvenez-vous de Beaumarchais, qui plaçait dans la bouche de Figaro ces quelques mots. « Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. »
Eh bien, ne devrait-on pas ajouter aujourd'hui qu'il n'y a que les couards qui redoutent les caricatures? Voilà ce qui constitue, je dirais, l'ultime coup de pinceau de mon portrait de Charlie. Maintenant, faites un pas en arrière, je ne vais pas le faire parce que sinon vous ne m'entendrez plus, mais faites un pas en arrière, admirez le tableau dans son ensemble et vous verrez qui il est, Charlie. Charlie, bien plus qu'un journal, il est l'idéal d'une société dans laquelle chacun peut s'exprimer librement, dans les limites imposées par la loi, et de la loi d'une part, et peut-être par la morale d'autre part, sans craindre pour sa propre vie. Charlie, c'est tous ceux qui croient en cet idéal, qui se battent pour cet idéal. Il y a plusieurs millions de Charlie, mais Charlie, c'est aussi bien tout ce qui les rassemble. Accordez donc un peu d'attention à ce que dira bientôt mon collègue, et vous comprendrez. Avant de vous quitter, mesdames et messieurs, permettez-moi simplement de poser une question à mes adversaires de ce soir, qui, j'espère, se donneront le mal d'y répondre. S'ils ne sont pas Charlie, alors qui sont-ils? Merci. Je vous propose maintenant d'accueillir Guillaume Bourriaud de la délégation Aixoise, Sciences Po Aix, Aix-Marseille, Université. Merci. Sentez-vous ce silence pesant? Car oui, le sujet lui-même est pesant. Mon très cher contradicteur a parlé de la loi, de l'encadrement et le droit d'être publié. Je pense que le sujet appelle à une considération un peu plus profonde, celle de la liberté d'expression, le droit de parler, d'écrire, de publier. Ainsi, je répondrai à sa question très pertinente: qui sommes-nous? Je dirais, avec un peu de prétention, que je suis Horace. Celui qui vit dans la crainte ne sera jamais libre. Horace croyait alors que nous n'aurons aucune crainte à plaider le fait que nous ne sommes pas Charlie. Alors que le chant tragique des politiques en faveur de Charlie fait œuvre de son dernier écho, la morale et l'esprit républicain forcent à s'y soumettre, ou du moins à ne pas le contredire. Ne vous y trompez pas cependant, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Je crois que je la place, à mon cœur défendant, là où Baudelaire y mettait la poésie. Mais y aurait-il une obligation civique qui contraindrait chacun d'entre nous à nous reconnaître dans un mouvement si contradictoire, où est imposée une façon de penser? L'esprit Charlie, c'est celui de frapper fort. Je pourrais donc emprunter cet esprit, me cacher derrière lui et ainsi critiquer avec facilité le mouvement qu'il a entraîné. Mais je n'en ferai rien. Dans ce rassemblement Charlie, au milieu d'une foule assommée et blessée, circulaient déjà les recycleurs d'histoire, ceux qui prêchaient la bonne parole pour se donner une image bien lustrée. Je vous avoue, je me voyais mal brandir la pancarte « Je suis Charlie » aux côtés du détenteur du trône de l'Hexagone, des prétendants au trône, ou encore de l'ancien et futur prétendant au royaume. Je ne suis pas Charlie, car les unanimités d'ordre compassionnel ont généralement la vie courte. Je ne suis pas le porteur du message politique tel qu'il a été perverti. Je ne me lancerai certainement pas sur ce genre de passage déjà largement piétiné. Je pense que cet auditoire mérite une parole plus sincère. Si je devais m'identifier à un mouvement, je plaiderais volontiers en faveur de la poésie. Je ne parle pas des quelques phrases malicieuses que certains d'entre vous utilisent pour attirer le sexe opposé. Je parle de la poésie dans son symbole originel, la poésie. Comme instrument pour dire des vérités, là où la majorité n'y voyait qu'une histoire racontée. Les vers à triple sens, les allégories, toutes ces méthodes qui semblaient flatter ceux qui étaient en réalité acculés, critiqués, finalement démasqués. Daubigné, Ronsard, Chénier, Hugo, Baudelaire et plus récemment Aragon ou Éluard notamment, tous ont plaidé en la faveur de la liberté d'expression,
Mais aurait-il été Charlie pour autant? Certains ont été emprisonnés, châtiés ou tués, mais leurs vérités ont transpercé les barrières et restent aujourd'hui irréfragablement inscrits dans notre littérature et notre histoire. La poésie est une insurrection, selon Neruda. Ainsi, je ne m'identifie guère au mouvement de Charlie qui, bien que porteur de la liberté d'expression, me semble épais, rugueux et inconvenant dans le moyen de transmettre ses idées. Nous avons le privilège de parler une langue fort généreuse. Nous pouvons dire une méchanceté de 10 aimables façons. Ainsi, pourquoi nous cantonner à l'aigreur de croquis inachevés alors que nous pouvons critiquer au détour de quelques alexandrins bien tournés? La parole forte n'est pas celle qui brûle ou qui choque, c'est celle qui illumine les esprits et qui les protège. C'est celle qui se cristallise par sa beauté et sa richesse, et non par la vulgarité ou l'agressivité. Mes contradicteurs me diront, un dessin peut dire 1000 mots, certes, mais ces mots doivent être bien choisis. Ainsi, je prendrai à mon parti les paroles de La Fontaine qui écrivait sur l'amour que Phèdre portait à l'égard de Thaïs, afin de conclure pour expliquer notre point de vue sur la liberté d'expression. Je sais qu'elle est perfide, et je l'aime, et je meurs, et je me sens mourir et n'y vois nul remède, et craindrais d'en trouver tant elle me possède. Merci. Vous venez d'entendre Guillaume Bourriaud de la délégation aixoise pour ce premier des 2 discours à la négative. Je vous demande maintenant d'accueillir Charles Bonnet de Centrale Paris pour le 2e et dernier discours de Centrale Paris à l'affirmative. Merci, chers camarades, pour votre éclairant discours. Permettez-moi maintenant de partager avec vous une seconde dimension de notre propos, ce qu'est Charlie. Mon collègue Jean-Baptiste vous a expliqué à quel point Charlie est plus grand qu'un journal. Charlie est un idéal républicain. Nous sommes rassemblés en ce conservatoire pour célébrer la culture oratoire française. Nous sommes sur la terre qui a vu naître un des plus grands défenseurs des valeurs de la République. Et ce sont ces valeurs que je voudrais défendre avec vous, à nouveau ce soir, contre les hordes de l'obscurantisme et de l'ignorance. Tout d'abord, et contrairement à ce que prétend Emmanuel Todd dans son œuvre parue récemment, les manifestants qui scandaient « Je suis Charlie » ne sont pas, pour reprendre son expression, des bobos catholiques zombies. D'après lui, seuls des bourgeois, héritiers des idéaux catholiques, ont participé à cette manifestation. Ces arguments fallacieux, qui s'appuient sur une soi-disant analyse scientifique, ont été balayés par ses confrères. Et les attaques ad hominem auxquelles il a eu recours pour défendre son livre dans les médias ne font que confirmer la faiblesse de sa thèse. Des mois après ces attentats, certains refusent encore de reconnaître le soulèvement citoyen qui a suivi et qui a ravivé la flamme de l'amour des valeurs de la République. En deuxième lieu, Charlie n'est pas un slogan publicitaire ou un instrument politique, mais un idéal. Bien sûr, certains mauvais esprits ne se sont pas empêchés de faire de la récupération pour servir leur cause. Mais Charlie, ce n'était pas le cortège d'hommes politiques et de dirigeants dont certains, disons-le franchement, ont une manière bien à eux de faire respecter la liberté d'expression dans leur propre pays. Charlie, c'était la foule immense qui suivait quelques centaines de mètres plus loin. Ce qu'il faut retenir, c'est le rassemblement et l'unité nationale. Et quand je dis que c'est toute la population française qui s'est unifiée, j'inclus aussi celle que les caricatures du journal ont pu blesser dans leurs convictions. J'inclus les fervents catholiques qui auraient pu se sentir humiliés par certaines caricatures de l'Église publiées par le journal. Ils prenaient part à la manifestation du 11 janvier. J'inclus les musulmans. Oui, des musulmans prenaient part à ce rassemblement national. Des anciens qui ne sont pas nés en France et sont plus habitués d'ordinaire à faire profil bas. Des jeunes aussi, et entre autres l'association musulmane des Indivisibles, qui lutte, je vous le rappelle, armée de l'humour et de l'ironie, contre les préjugés ethno-raciaux. Non, Charlie n'est pas islamophobe,
Non, la manifestation du 11 janvier n'est pas une occasion de stigmatiser certains de nos concitoyens. Au contraire, pour certains croyants, cela leur permet de lutter contre les préjugés en montrant leur soutien. Cet acte de courage permet une dédramatisation de l'islam. L'écueil à éviter est de demander aux musulmans de France de dénoncer le terrorisme, car c'est une façon de les y associer. Dire « je suis Charlie », comme nous l'avons vu, c'est bien plus que dénoncer le terrorisme. C'est réaffirmer les valeurs qui nous unissent face à ceux qui voudraient saper les fondements de notre belle nation. Quid de celles et ceux qui n'ont pas pris part à cette manifestation, me direz-vous? Ceux-là disent parfois de manière maladroite « je ne suis pas Charlie ». Ils veulent simplement exprimer leur désaccord avec la manière de traiter l'islam qu'a parfois pu avoir le journal. Dans le feu du moment, ils n'ont pas saisi toute la portée du message « je suis Charlie » et l'ont réduit à un pamphlet humiliant et islamophobe. S'ils l'avaient compris, ils auraient déferlé avec cette marée humaine. Je vous entends déjà répliquer. Peut-être que certains n'ont pas compris la portée du message universel de Charlie. Mais que reste-t-il de ce message aujourd'hui? Que reste-t-il de Charlie? Les terroristes n'ont pas réussi à réduire au silence les journalistes et les caricaturistes du monde entier. Ce qui est gravé dans nos esprits, c'est la nécessité de protéger la liberté d'expression. C'est le premier attentat depuis les années 1990. Il restera gravé dans les esprits, notamment ceux des jeunes générations. Pour elles, la mobilisation qui a suivi était le premier événement d'une telle ampleur auquel elles puissent participer. En définitive, nous avions tous entendu parler des droits de l'homme pendant nos cours d'histoire. Désormais, nous avons pris conscience que les droits de l'homme ne sont pas seulement inscrits dans des livres, ils sont aussi gravés dans l'esprit des Français. Et c'est notre devoir de citoyen que de les protéger et de les défendre avec, au premier rang d'entre eux, notre liberté d'expression chérie. Les défendre contre qui, me direz-vous? Marat l'avait compris, la liberté de tout dire n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver la liberté de tout faire. Merci. Vous avez donc entendu Charles Bonnet, et on va maintenant entendre le deuxième et dernier discours à la négative de Gaëtan Malange de la délégation aixoise Sciences Po Aix, Aix-Marseille Université. Messieurs les membres du jury, chers contradicteurs, mesdames, messieurs, en janvier dernier, je passais à Paris. Flânant comme Nerval au début d'Angélique, je me baladais sur l'avenue de l'Opéra, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Cette impression légère, pourtant, devait se dissiper un peu plus tard. Au loin, une rumeur me parvenait comme le râle d'un poitrinaire, celui d'un pays malade en son cœur, qui ne maîtrisait plus le sens de ses émotions, devenu liesse agressive. Ce bruit des boulevards, c'était Charlie, ou plutôt ce qui hurlait en ce 11e jour du mois « Je suis Charlie ». Le tumulte passé, effrayant. Nulle envie de me joindre au cortège. L'aigle marche seul, le dindon fait troupe, répétait Bonaparte. J'observais cette marée humaine mécanisée, proférant des termes qui lui échappaient. L'armée des ombres de Kessel avait cédé le pas à l'armée des somnambules modernes, rangée derrière un président escorté par tous les représentants de l'oligarchie mondiale. Une mer de glace hérissée de mots qui n'avaient plus de sens pour moi. Oh, bien sûr, les chroniqueurs de l'instantané y voyaient un salutaire sursaut collectif. J'y voyais au contraire une perte de sang-froid de la part du pays, un épisode de fausse conscience d'une ampleur inouïe. L'unanimisme émotionnel, le débordement d'affect, l'outrance de l'emballement médiatique nous empêchent toujours de réfléchir et de saisir les réalités. L'hystérie du démiurge croyant au prétendu sens de l'histoire ne m'atteignait donc pas. Entre l'anecdotique et l'historique, mon choix avait été vite fait. Au fond de moi, jaillissait alors l'interrogation grandissante. Malgré l'immense chagrin que j'éprouvais devant cette tragédie innommable, pourquoi ne suis-je pas Charlie? Certes, de ma Gascogne natale, j'avais appris depuis longtemps que la liberté, selon D'Artagnan, c'était la souveraine indifférence aux aléas.
Mais ce précepte pérenne élaboré sur un sublime vallon de Garonne ne pouvait tout expliquer. Depuis ma cité provençale adoptive, ressurgit alors en moi les unes de Charlie, qui avait érigé en ligne éditoriale le blasphème absolu, comme si l'inconditionnel droit de piétiner une religion pouvait représenter la France et tous ses idéaux de liberté d'expression. Le raccourci était si simpliste, l'irrévérence voltairienne avait si bon dos, chers contradicteurs. Je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas Charlie, car le nihilisme poussé à son paroxysme n'est qu'un tison dans le brasier des peurs et des provocations stériles. Car l'irrévérence poussée jusque dans ses retranchements n'est pas l'apanage de la drôle impertinence, mais celui de la destruction d'un socle de valeurs humanistes et universelles. Je ne suis pas Charlie, car j'ai toujours considéré ce journal comme la digne trame nihiliste héritée de mai 68, qui, en dépeçant les ancrages du peuple français, a participé à l'avènement d'une génération d'individus incultes, immatures, et qui, voués à la seule idolâtrie de leur ego, passent leur temps à manifester. Je ne suis pas Charlie, parce que son fondamentalisme n'a jamais navigué dans la nuance, et que les grandes incantations aux valeurs républicaines entraînent un surcroît de sectarisme plutôt qu'un sursaut de notre pays. Face à ces fractures, et contre toute récupération des attentats, toute récupération politique et médiatique, écoutez, chers amis, écoutez l'appel du merveilleux poète arabe Adonis, repris par son compagnon d'infortune Mahmoud Darwish, qui m'illumine depuis si longtemps déjà. Oui, il semble que votre Occident, à l'instar de notre Orient, marche vers l'avenir, mais à reculons. Il semble que l'Europe devienne un simple continent géographique, un endroit clos. La montée de ce nationalisme européen fondé sur la haine et l'exclusion de l'autre ne le prouve-t-il pas? Au regard de ce nationalisme, l'autre n'apparaît-il pas comme une sorte de fléau? Ainsi, il semble que l'idée de l'homme se meurt en Occident. Chers amis, la passerelle est fragile, mais c'est à nous de l'édifier, sans caricature ou provocation de mauvais goût. Alors, je ne suis pas Charlie, mais je vais vous dire ce que je suis. Je suis le passeur, selon les termes de Saint Jean Perse, le passeur entre Orient et Occident qui fait le pari de la nouvelle route de la soie, au carrefour de notre histoire et de notre littérature. Chers amis, vous ici, vous n'êtes pas Charlie, vous êtes les passeurs qui concevez la laïcité en respect de l'autre, non pas en la profanation de ses croyances. Nous ne sommes pas Charlie, nous sommes tous les passeurs, prêts à brandir l'héritage des Persans de Montesquieu, partis à la recherche de lui-même à travers le regard de l'autre, sans oublier le merveilleux écrivain égyptien, prix Nobel de littérature, Naguib Mahfouz, qui découvre l'idée même du roman à travers Balzac et Dickens. Comme vous, je ne suis pas Charlie pour toutes ces raisons. Et c'est une vieille ville, Aix-en-Provence, d'un vieux pays comme le mien, la France, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, les attentats. Un pays qui sait ce qu'il doit aux esprits venus d'ici et d'ailleurs, qui ont défriché la vie aux avant-postes de l'histoire, qui reste plus que tout attaché à ses libertés d'expression, à toute la liberté d'expression, sans géométrie variable. Cette liberté est une exigence. Elle impose de la hauteur et du souffle. Ne saccageons plus cet héritage, je vous prie, dans des slogans stériles. Je vous remercie. Vous venez d'entendre Gaëtan Malange de la délégation aixoise et je vous propose maintenant que nous passions au premier des débats de la soirée. Alors je vous rappelle que pour cette épreuve, un candidat de chacune des deux équipes va se présenter sur scène. Le débat sera lancé par un des membres du jury sur un des aspects du sujet. Sur scène, nous aurons donc Armand Bonnet de Centrale Paris et Cédric Dubuc de la délégation aixoise. Je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. À votre avis, un abonné de Charlie Hebdo, est-ce qu'il pouvait être Charlie? En cela, oui. Il pouvait être il pouvait être Charlie, le Charlie que nous défendons, le Charlie qui revendique l'idéal républicain, car en lisant caricature, il avait conscience du droit inouï qui lui était donné de pouvoir clamer de pareil, ce que certains appelleront blasphème sur une religion, et ce en ne prenant aucun risque. Donc je pense que oui, il est Charlie, il est défenseur des idéaux, de la liberté d'expression et le droit de penser et de dire ce qu'on pense sur une autre religion.
Si vous n'êtes pas Charlie, que pensez-vous du livre d'Olivier Todd? D'Emmanuel Todd? Oui. Écoutez, monsieur Bilger, j'ai lu le livre d'Emmanuel Todd et j'ai lu ses critiques. On a dit d'Emmanuel Todd qu'il avait une part de folie. J'ajouterais que le fou est celui qui a tout perdu, sauf la raison. Si vous voulez me lancer sur le livre d'Emmanuel Todd, Je suis Charlie a interdit toute réflexion parce qu'elle a interdit toute différenciation. Et précisément, avoir un propos d'une certaine altérité, avoir un propos dérangeant, avoir un propos qui bouscule, avoir un propos parfois qui peut paraître haineux, c'est précisément s'assurer de la liberté que l'on a. Et à cet égard, Je suis Charlie a été un massacre également pour la liberté d'expression. Je le soutiens, un massacre également pour la réflexion, parce qu'on s'interdit de réfléchir, derrière cette barrière consensuelle, derrière cette espèce de slogan, on l'a dit, un peu tiède, un peu mou. Et finalement, la langue française est si belle, pourquoi se réfugier derrière ces trois mots? J'aime la différence, j'aime les horizons lointains. Le consensus est peut-être cette pathologie qui, au titre de la paix sociale, comme si elle était souhaitable, on s'interdit la réflexion au mépris de l'adhésion. La crise que traverse Charlie Hebdo ces derniers jours, vous en avez peut-être entendu parler, pour vous est-elle due à ce débat? Est-ce qu'on est Charlie ou est-ce qu'on n'est pas Charlie? Ou aux 30 millions d'euros de dons qui ont recapitalisé le journal? Excusez-moi. Les 30 millions de dons qui aujourd'hui sont dans la trésorerie de Charlie. Ce n'est pas... Pour moi, Charlie, ça a représenté véritablement un sursaut pour une population française. Un sursaut, une population française, et en cela, je rejoins... Excusez-moi, monsieur, je ne vous parle pas de la population, je vous parle de la crise du journal. Il y a une trentaine de journalistes qui sont, depuis une quinzaine de jours, en crise, licenciement, problèmes divers. Est-ce que, de votre point de vue, cette crise est due à cette question que vous avez débattue ce soir? Est-ce que Charlie, et d'ailleurs ce qu'a dit François, ça me paraît tout à fait clair, est-ce que le lecteur de Charlie ou le journaliste de Charlie est lui-même Charlie, ou est-ce que c'est dû au fait que Charlie est arrivé dans une situation aujourd'hui où il est l'une des entreprises, ou peut-être l'entreprise de presse française la plus capitalisée, au regard de son nombre de lecteurs, alors qu'il était au bord du gouffre et du néant avant les événements. Donc la question est interne à Charlie, elle n'est pas dans la société française. Je ne comprends pas la question, en vérité. C'est exprès, vous ne la comprenez pas. Mais... Je vous pose la question, est-ce que l'argent qui a été amassé par Charlie du fait de cette crise a un rôle dans de ces événements? 30 millions d'euros, c'est absolument considérable pour un petit journal comme Charlie. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine aujourd'hui de la crise que traverse le journal? Vous savez, Charlie, c'est un journal, vous savez. Oui, oui, quand même. Mais Patrick, il n'est peut-être pas au courant de la crise d'aujourd'hui. Ah, vous ne savez pas qu'il y a une crise chez Charlie, c'est ça? Oui. Pas totalement, je n'ai pas les moindres détails. Ok. Pardonnez-moi, je pensais que vous le saviez. Vous n'avez pas écouté la radio depuis 3 jours? Comment? Vous n'avez pas écouté la radio depuis quelques jours? Si, mais pas, je n'ai pas entendu parler de cette crise en particulier. D'accord. Vous n'avez pas lu le Figaro aujourd'hui? Si, quand même. Est-ce que vous pourriez me donner une idée originale pour soutenir la thèse « Je suis Charlie » ? Une idée originale? Oui. Pardon, c'est un effort, mais on est bien obligé de vous le demander. Mais même si elle n'est pas originale, on peut considérer qu'elle est originale. Non, ben, revenez peut-être sur la question que je vous ai posée. Est-ce qu'on peut dire « je suis Charlie » quand on est abonné de Charlie? C'est-à-dire, je soutiens ce qui m'arrange. La liberté de la presse, oui, ça se défend dans ce qu'on n'admet pas. Bien sûr. Souvenez-vous de la phrase de Voltaire « je suis contre ce que vous dites ».
Mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Oui. Donc ceux qui détestent le blasphème, ceux qui détestent Charlie, eux pouvaient dire « oui, pourtant je suis Charlie ». Mais ceux qui trouvent ça génial, bon, eux, évidemment qu'ils étaient pour Charlie, tu parles. Après, je ne sais pas si tous les lecteurs de Charlie Hebdo voient ça vraiment pour trouver ça génial. Ils peuvent y voir plusieurs dimensions. Charlie Hebdo, je vais utiliser le terme lynche sur absolument toutes les confessions. Il a fait notamment, à la suite du conclave, des attaques assez violentes sur les catholiques. Donc ce qu'on voit dans Charlie, ceux qui peuvent apprécier Charlie, c'est une manière originale de décrire certains abus, de décrire, pas certains abus, mais certains malfonctionnements ou même certains... Oui, monsieur de Closet, si je peux me permettre, vous évoquez le principe de la liberté et ses limites, et précisément peut-être sa définition. Ce qui m'a heurté dans vos excellents discours, c'est la liberté. Parce que la liberté ne se définit pas par ses limites. La liberté ne se définit pas par ce qui la nie. La liberté est un principe essentiel, la liberté est un principe universel, et la liberté ne doit pas connaître de limites. Et précisément, quand on intériorise la sensibilité de l'autre, comme vous semblez le suggérer dans vos discours, on n'est plus libre, puisque précisément la pensée majoritaire devient ce qui doit être approuvé, et la liberté d'expression, c'est de penser contre les autres, monsieur de Closet, c'est de penser au mépris des autres, et c'est de penser sans les autres. Quand vous interpellez sur « je suis Charlie, mais qui êtes-vous » Mais précisément, j'ai le droit parfaitement de ne pas l'être. J'ai le droit parfaitement de penser autrement. Il n'y a dans l'ordre de la pensée que des contraires. Mais nous défendons totalement cette volonté de croire. Notre idéal de Charlie, c'est justement celui qui, à travers les caricatures d'un journal, défend une liberté d'expression. Et nous respectons justement le fait que vous clamiez « je ne suis pas Charlie », en cela que vous dites « je ne suis pas Charlie, le Charlie de Charlie Hebdo ». Mais ce que nous défendons plus, la défense que nous voulons mettre plus en relief, c'est la défense de la liberté d'expression, le droit de dire et le droit de ne pas être d'accord. Oui, je pourrais répliquer très rapidement en disant qu'on m'oppose à la liberté le respect. Et le respect, pardonnez-moi, ne me convainc pas. Précisément parce que c'est une notion beaucoup trop pleine, puisque chacun y déverse ses propres exigences. On n'a pas à être respectueux, on a à être libre. On n'a pas à intérioriser ce que pense l'autre, on a à dire ce que l'on pense. Et on n'a pas à se soumettre au diktat collectif sous cette bannière plus ou moins agréable, je suis Charlie. Tout d'abord, d'ailleurs, je vous remercie. L'adhésion, monsieur Bilger, le fait que l'on s'entende, quelque chose de très dérangeant, de suspect, je dirais même de poisseux. Mais au fond, on va devoir interrompre cette joute passionnante, mais je voudrais encore poser une question qui vaut pour tous les deux, si vous le permettez. Lorsqu'on est, à votre avis, si on n'est pas Charlie, est-ce qu'on peut se dire républicain? À vous, monsieur. Tout à fait. On peut se dire, ça dépend de la dimension qu'on entend par Charlie. On peut se dire tout à fait républicain et trouver absolument abjectes les caricatures qui paraissent dans Charlie Hebdo. En revanche, se dire je ne suis pas Charlie dans une dimension, je ne soutiens pas les idéaux que proclame Charlie, là c'est se dire anti-républicain, c'est se dire que je ne crois pas en la liberté d'expression, je la piétine et je ne la respecte pas. Je ne respecte pas ceux qui se sont battus pour, je ne respecte pas ceux qui ont lutté pour et qui ont finalement réussi à mettre en place cette République en France. Oh, écoutez, j'ai la faiblesse de penser qu'on n'est pas dans les poupées russes. Il n'y a pas « je suis Charlie » à l'intérieur de la Républicain. Si ce débat se cantonne à cela, cela est abject. Je pense que le « je suis Charlie » a tout à fait le droit d'avoir son contraire. Nous l'exposons ici. Le terme républicain peut-être me gêne aussi, parce que là aussi, c'est un peu comme le respect. Chacun y déverse à peu près ce qu'il veut. Je ne parle même pas de nouveau nom du parti. Vous êtes... On a fini. Je vous remercie beaucoup, mais on est hors temps depuis 5 minutes déjà. Le débat devait durer 5 minutes. J'ai essayé de vous interrompre avec beaucoup de charisme avant, mais ça n'a pas marché. Merci beaucoup.
On est donc en retard. C'était Armand Bonnet et Cédric Dubuc, respectivement de Centrale Paris et de la délégation aixoise. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à notre deuxième sujet de la soirée. Fallait-il croquer la pomme? Deux nouvelles écoles vont s'affronter. Nous aurons à l'affirmative Sorbonne Université, représentée par l'association Fleur d'Éloquence, et à la négative la délégation de Sciences Po Toulouse. Bonne soirée, à tout à l'heure. Bien, le sujet est « Fallait-il croquer la pomme ?» Par l'affirmative, je me présente, Guillaume Ouattara. Allez, priorité au direct sur BFM TV. Nous interrompons le fil normal de nos programmes pour vous faire vivre en direct cet événement exceptionnel. Une jeune femme vient de se présenter en face de l'arbre. Elle est sur place depuis quelques minutes maintenant. Voilà, vous le voyez sur ces images en direct, la jeune femme s'est approchée de l'arbre. Elle semble être en train de dialoguer avec une branche. Il faut reconnaître que c'est plutôt étonnant. Alors non. Non, on m'indique qu'elle serait plutôt en train de parler et de parlementer avec un serpent. Ah oui, c'est tout de suite plus rationnel. Voilà, elle s'approche de cet arbre. C'est vraiment un événement exceptionnel que l'on vous fait vivre en direct sur BFM TV. On ne sait vraiment pas ce qu'il va se passer dans les minutes à suivre. On voit cette femme qui tend son bras, qui saisit la seule et unique pomme présente sur cet arbre. Elle approche la pomme de sa bouche. Alors non, si, effectivement, c'est ça, elle approche la pomme de sa bouche, ça y est, elle a planté ses dents dessus. Eh bien voilà, elle a croqué la pomme et vient même de cracher un petit pépin. La météo tout de suite, suivi des cours de la bourse sur BFM TV. Alors je vous le concède, à l'époque où se déroule cette action, la chaîne d'information en continu BFM TV n'existait pas encore. Enfin, je le suppose. Quel dommage. Rien pour immortaliser le péché d'Ève. Pourtant, je suis intimement convaincu que si à cette époque ce mastodonte de la TNT avait existé et diffusé cette scène, ça aurait ressemblé à ça. Meublé en attendant que la jeune femme plante ses dents dans un petit quartier. Il y a tout de même plus palpitant. Alors, à la question « Fallait-il croquer la pomme ?» je réponds oui. Oui, il fallait croquer la pomme. D'abord, il faut bien dire que c'était pas si compliqué que ça à faire. Il suffisait juste de tendre son poignet, de saisir le fruit et de le porter à sa bouche. Pourquoi ne pas le faire si c'était aussi simple? Et puis, si l'on n'avait pas croqué cette pomme, alors on serait passé à côté d'un fruit formidable. Une pomme chaque matin éloigne le médecin, ont coutume de dire les Anglais et Jacques Chirac. Un peu de pectine, de la vitamine, et bien vite, on a bonne mine. Alors, on me rétorquera sans doute, vous avez bon dos avec vos histoires de vitamines, de juvamine. Mais regardez, les conséquences de cette effronterie d'Adam et Ève furent terribles. Ils furent chassés du jardin, durent quitter leur train-train, devinrent mortels et infidèles. Alors peut-être qu'en croquant la pomme, ils ont quitté leur douce vie, leur paradis. Mais finalement, ce faisant, ils ont osé et avancé. Car au fond, c'est ça, croquer la pomme, braver l'interdit, trouver le courage d'affronter ceux qui détiennent le pouvoir pour aller vers un nouveau monde, différent et sans doute plus palpitant. Alors c'est vrai, en croquant la pomme, on a succombé, défié la règle, l'autorité, mis à mal les principes, bafoué les traités. Mais au final, croquer la pomme, c'était s'élever, avancer, avoir l'audace d'espérer. Il fallait le faire. Croquer la pomme, c'est dire « le confort c'est bien beau, mais je veux vivre ». Il fallait le faire. Croquer la pomme, en somme, c'était avoir du courage, croire qu'au-delà des orages, on pouvait faire bouger des lignes. Et il fallait le faire. Alors c'est sûr qu'on préfère toujours avoir les pieds sur terre plutôt que la tête à l'envers, vivre prospère, avoir sa petite vie pépère, être banquier plutôt que Molière. À ceux qui vous reprochent d'avoir un cœur de pierre, dites « peut-être, mais j'ai un jardin de lierre ». Et tant pis si demain ressemble terriblement à hier. Eh bien moi, ce discours que l'on entend trop souvent, il m'horripile. Si l'on n'avait pas croqué cette pomme, alors on serait resté à jamais dans cet état d'enfant gaga, sans vie. En quelque sorte, on peut dire qu'on aurait été complètement paumé. Certes, on aurait manqué de rien, on aurait eu à se soucier de rien, mais au fond, on n'aurait pas vraiment vécu. La vie est faite de défis, de courage, de dépassement.
Croquer cette pomme, c'était dire le confort, c'est bien, mais les passions sont tellement mieux. Et puis, dans notre existence, on ne fait que ça de croquer des pommes. L'enfant qui devient adolescent croque une pomme et devient plus responsable, perd son insouciance. L'adolescent qui devient adulte, lui, croque carrément un pommier tout entier. Pourtant, faut-il s'en plaindre? Sans doute pas. C'est ça qui nous permet d'avancer, de progresser, de nous animer, de nous porter, de nous transporter. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, disait Oscar Wilde, c'est d'y céder. Résistez et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit. Respecter l'autorité, souvent, il faut bien s'y plier. Mais s'incliner, ça jamais. S'il faut que je me taise, alors je me tairai, mais s'il faut se tairer, alors je ne me tairerai point. Ces règles que l'on nous prescrit, ces pommes que l'on place sur notre route, sont autant d'invitations, d'injonctions. Ose me braver, et tu verras, ta vie sera transformée. Moins bien, meilleur, impossible de le savoir sans avoir essayé. En 1789, on a croqué la pomme, défié l'autorité royale, mis à mal la monarchie. Pendant la guerre 39-45, il fallait ingurgiter des compotes et des compotes entières pour oser affronter l'ennemi nazi. Alors, à chacun de ces moments, on a croqué des pommes, et heureusement d'ailleurs. Et je vais désormais aller plus loin, me faire prescripteur, voire même prédicateur. Oui, il fallait croquer la pomme, et oui, il faudra continuer à en croquer. Mordre à pleines dents dans toutes les pommes qui s'offriront à nous. Continuer à s'indigner, à dire non, car c'est ça qui fait notre essence, et c'est ça qui fait notre puissance. Alors, à tous ces frileux de la pomme, les donneurs de leçons qui n'agissent jamais et ne font que tout récriminer, je dis osez, osez croquer, mordre, dévorer, et vous le verrez, des regrets, vous en aurez, mais des remords, jamais. Vous avez donc entendu Guillaume Ouattara de Sorbonne Université que j'ai oublié de présenter tout à l'heure et j'en suis désolé pour le premier discours à l'affirmative. Maintenant, je vous propose d'accueillir Antonin Delattre de la délégation de Sciences Po Toulouse pour le premier discours à la négative. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, souvent, je m'entoure des éternels souvenirs d'enfance qui habitent les combles de mon esprit. Je songe, les yeux rêveurs, à cette époque révolue de candeur bienheureuse, à ce temps délicieux des innocentes pensées. Comme il est cotonneux de s'oublier, d'abandonner le gris de la seconde qui s'écoule pour le bleu des prairies inoubliables des premières années de la vie. N'est-ce donc là que de la nostalgie, cette nostalgie qui étreint chaque jour un peu plus les hommes jusqu'à les pendre à l'échafaud de la vieillesse naufragée? M'en sert-elle donc déjà le coup, cette nostalgie? Non. J'ai beau sentir ses doigts sur ma gorge, je sais que tout ne s'arrête pas à elle, qu'il y a au-delà de la nostalgie, la voix de la raison. Car lorsque je contemple, avec cynisme, les fumées noires de notre monde, les lumières angoissantes des spires tentaculaires qui nous encerclent, je ne peux retenir en moi les questions de l'enfance. Ces questions dérangeantes que l'on tait parce qu'elles ne sont que trop violentes pour la conscience. J'ai en moi cet enfant qui, à chaque instant, me demande pourquoi l'homme vit sous le règne du fer, du feu et de la poudre. Pourquoi l'homme a planté dans ces prairies si bleues l'infâme germe de la haine, l'infâme mycélium qui tire du noyau de l'atome la mort et le cancer pour des millions d'âmes. Que répondre à cet enfant? Que lui répondre, à part que l'homme, en croquant, jour après jour, le fruit de la connaissance, a dévoilé la graine nucléaire, qu'il a brisé son innocence, qu'il a libéré l'incontrôlable, que de la boîte de Pandore sont sortis
et les dévoreurs de l'humanité et les fossoyeurs du bonheur. Suis-je donc fou de désirer la fin des peurs, des angoisses et des pleurs, de vouloir qu'aux créances se substitue l'insouciance, que disparaisse l'horreur pour que renaisse le réel bonheur? J'ai aimé, j'ai croqué la pomme, et l'arrière-goût en est amer. Car plus la pomme est savoureuse, plus la douleur est forte lorsque soudainement la fatalité met un terme au banquet. Les noces ne sont pas consommées que déjà la mort cueille les amants et les sépare à jamais. L'amour nous habille, et l'instant d'après, parce que le monde reste étranger aux sentiments, nous nous retrouvons nus face au vent froid de la vie, au blizzard assassin qui griffe de sa glace notre corps et notre âme, qui scarifie nos pensées et nos veines, qui plante dans nos poitrines ses ongles aiguisés pour nous broyer le cœur. La pomme n'est que la promesse du deuil. Elle ne porte en elle que l'horreur de la déception, la prophétie des espoirs contrariés. Et la satiété qu'elle procure ne dure que pour qu'encore plus grande soit la faim quand elle survient. Croquer la pomme encore et encore, toujours et en vain, rien ne compte, rien n'importe. Au bout du compte, je l'ai aimée et elle est morte. Ne reste que les souvenirs qui vous rappellent à chaque instant à quel point le monde est cruel. Ces souvenirs, je leur en veux souvent, car ils me montrent, à la manière d'un nuancier, à quel point le monde est noir et troublé, à quel point nous n'avons ni fin ni moyen. Je ne rêve alors que d'une chose, effacer de ma mémoire le remords d'avoir croqué et les images de ces années passées. Mais alors, qui m'empêcherait de recommencer, de vivre à nouveau ce moment où j'ai posé sur le cercueil une fleur de papier, comme tu m'avais appris à les faire. Au fond, croquer la pomme n'a qu'une utilité, savoir qu'il eusse peut-être mieux fallu éviter. Alors, lorsque je plie sans le vouloir des origamis sans couleur, ne m'en veux pas de désirer à tout jamais la candeur. Merci. C'est assez poétique. Alors nous venons d'écouter Antonin Delattre de la délégation de Sciences Po Toulouse et je vous propose d'écouter maintenant le deuxième et dernier discours à l'affirmative et on accueille pour ça Anne-Laure Delaunay de Sorbonne Université. Dessinez-moi une pomme. Un matin comme les autres, dans une classe de CE1 de l'école Guillaume Tell. Entre les maths et le français, l'instituteur fait une pause dessin. Vous vous imaginez sans doute les élèves en cercle autour de corbeilles de fruits contenant des pommes verts, jaunes, rouges. Des petits Cézannes qui soignent leur nature morte et croquent avec minutie chaque détail. Que nenni! Les dignes représentants des générations X, Y, Z ont déjà leur iPhone comme prothèse au bout de la main. Sur les 27 écoliers, 19 ont croqué, oui, ils ont dessiné la fameuse pomme d'Apple. En 2015, quand on parle de pommes à des enfants, c'est d'abord à Apple qu'ils pensent. Voilà pourquoi Steve Jobs a eu raison de croquer la pomme. Il le fallait, parce que c'est l'unique attitude qu'il faut adopter quand on veut marquer l'histoire et façonner le monde à son image. Alors je vais vous poser une question. Qu'ont en commun Albert Einstein, Martin Luther King, Maria Callas, Thomas Edison, Alfred Hitchcock, Mahatma Gandhi? Qu'il s'agisse de science, de musique,
de sport, de littérature, de cinéma ou de politique. Tous ces personnages ont refusé de mener une vie tranquille et ils ont lutté pour réaliser leurs rêves. Apple a dédié à tous ces hommes une campagne bien célèbre, Think Different. Après s'être hissé sur les épaules de Newton, auquel le logo Apple est dédié, Steve Jobs a entraîné sa compagnie dans une success story sous l'auspice de ses patrons, sous l'auspice de ces hommes qui ont marqué l'histoire. Ne nous y trompons pas. Le courage, la prise de risque, la créativité, l'innovation, voilà les qualités des croqueurs de pommes. Songez-y, la prochaine fois que vous croquerez dans une Granny Smith acidulée ou dans une Golden sucrée. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, croquer la pomme, ce n'est pas uniquement céder à la tentation qui serait un aimant irrésistible auquel on est soumis. Non, croquer la pomme, c'est aussi faire l'exercice d'une volonté, mobiliser tout son esprit pour accomplir ses désirs et non les subir. Certains vous diront sans doute que tout cela est un joli storytelling orchestré encore une fois par Apple, mais en réalité, derrière ce feu de paille, il se cacherait un ver, le ver de la pomme. Selon eux, Blanche-Neige serait la preuve irréfutable qu'il ne fallait pas manger la pomme puisqu'elle était empoisonnée. Les plus cyniques voient même dans ce conte une leçon de marketing. En effet, la sorcière, en rendant la pomme empoisonnée plus rouge, plus appétissante, a donné envie à Blanche-Neige d'y goûter. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'enseignement du conte est en réalité ailleurs. En croquant dans la pomme qu'on lui tendait, Blanche-Neige s'est délivrée de sa vie misérable avec les nains. Certes, elle a connu quelque temps le sommeil de la mort, mais elle fut sauvée par le baiser d'un prince. La morale de l'histoire est qu'il fallait croquer la pomme. Pourquoi ? Vous voyez, en fait, Blanche-Neige, c'est en fait l'apologie de la confiance qu'on accorde à l'autre. Et même cela nous fait courir de nombreux risques. À la fin, ce qui importe, c'est qu'on est toujours récompensé. Que vous souhaitiez changer le monde ou changer votre vie, il est impossible de se réfugier dans une sécurité permanente et une absence de passion. Ceux qui défendent l'idée qu'il ne faudrait pas croquer la pomme vous promettent une vie morne et apathique, alors que nous vous incitons à croquer la vie à pleines dents. Ils vous promettent un paradis éternel où il n'y a pas un nuage gris à l'horizon, pas la moindre émotion qui plane, c'est le calme plat. Ils ne réalisent pas dans quel ennui ils vous condamnent et croient naïvement que la condition de mortel est une tragédie. Entrer dans la condition historique est en réalité ce qui donne du sel à la vie. Jamais on ne vit aussi intensément que quand on sait que nos heures sont comptées. Vous me rétorquerez peut-être qu'il est quand même dommage qu'un esprit aussi brillant qu'Alan Turing se soit suicidé en s'empoisonnant avec une pomme au cyanure. Nous ne nous en réjouissons guère, mais on peut quand même reconnaître que cet esprit libre, en faisant cet ultime geste de liberté, a fait un pied de nez à tous ceux qui condamnaient son homosexualité. Alors pour finir, un peu de poésie, parce que croquer la pomme, oui, c'est bien marquer l'histoire. Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face de la terre en eût été changée. Si de croquer la pomme, Ève n'eut pas la bravoure, toute l'âme du monde eût été consumée. Si Apple n'eût été le logo de nos jours, toutes les techniques du monde eurent manqué de beauté.
C'était donc Anne-Laure Delaunay de Sorbonne Université. Je vous propose qu'on passe au deuxième et dernier discours à la négative. Nous accueillons Zakaria Gasmi de Sciences Po Toulouse. Merci. Nous sommes entrés dans le jardin d'Éden par la volonté de Dieu, mais nous n'en sortirons que par la folie des hommes. Voilà une phrase que Mirabeau aurait pu prononcer s'il avait été présent à l'instant fatidique, lorsqu'Ève croqua la pomme en voyant l'humanité errer sur terre jusqu'à la fin des temps. Victor Hugo se posait tous les soirs la même question. Mais quel crime avons-nous commis pour mériter de naître et donc de mourir? Eh bien, ce crime, c'est celui que commettent tous les jours ces hommes et ces femmes qui considèrent leurs désirs et leur envie avant les conséquences de leurs actes. Le croqueur de pommes commet le crime de l'égoïsme. Le croqueur de pommes avale bouchée après bouchée l'amertume et le regret. Et oui, mademoiselle, il y a des pépins. Alors, je voudrais citer tous ceux que vous avez oubliés dans votre discours. Je voudrais citer ce père de famille qui ne croque pas la pomme parce qu'il est trop occupé à travailler tous les jours pour donner le fruit de son travail à ses enfants. Papa. Je voudrais citer ce révolutionnaire. Vous vous revendiquez Dieu d'eux tout à l'heure. Le révolutionnaire ne croquait pas la pomme que lui donnait le régime pour le faire taire. Non, il était trop occupé à planter l'arbre de la liberté. Et je voudrais citer tous ces hommes et toutes ces femmes qui, projet après projet, jour après jour, font germer leurs espoirs et enracinent un monde meilleur. Ces gens-là ne croquent pas la pomme parce qu'ils sont responsables. Et être responsable, c'est considérer les conséquences de ses actes. Les croqueurs de pommes ne considèrent pas les conséquences de leurs actes parce qu'ils font beaucoup de mal autour d'eux. Mesdames, je voudrais m'adresser à vous, parce que vous êtes les premières victimes des croqueurs de pommes. Vous êtes les premières victimes des croqueurs de pommes parce que tout à l'heure vous citiez Blanche-Neige et vous disiez que c'était une vaste leçon de marketing orchestrée par Apple. Non, moi ce que je vois dans Blanche-Neige, c'est une femme qui était libre et indépendante, et qui, en croquant la pomme, devient cet archétype de la femme soumise et passive qui attend qu'un homme vienne la délivrer. Mesdames, ne croquez pas la pomme, vous êtes en lampe de gouge, vous n'êtes pas Blanche-Neige. Ne croquez pas la pomme. Récusez ceux qui vous disent que croquer la pomme, c'est une évolution. Oh, elle est belle l'évolution. On était dans le jardin d'Éden, proche de Dieu, tous nos vœux étaient exaucés, et on atterrit dans la caverne, froide et lugubre, et on devient le cousin du singe. Elle est belle l'évolution. Récusez ceux qui vous disent que croquer la pomme nous a permis d'être plus sensibles et plus civilisés, car sortir du jardin d'Éden nous a transformés en bêtes, mus par le seul désir d'assouvir la violence qui coule dans nos veines. Récusez les croqueurs de pommes, car ils vous trompent. Les croqueurs de pommes sont comme des chimères, comme des enfants, comme cet enfant à qui on dit de ne pas manger trop de bonbons parce qu'il aura mal au ventre. Mais non, je suis un croqueur de pommes, je suis irresponsable. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il faut que chaque chose reste à sa place. Vous citiez tout à l'heure le président Chirac, qui disait qu'il fallait manger des pommes. Mais allez au bout de votre raisonnement. Jacques Chirac, en Tunisie, a dit que la démocratie, c'était de manger à sa faim. Et il a eu raison, parce qu'il a planté un espoir, d'où a éclos la fleur du jasmin. Récusez ces gens-là. Messieurs, mesdames, ne croquez pas la pomme. Mes amis, ne touchons pas aux fruits défendus parce que le verre est dans la pomme. Et quand le verre est dans la pomme et que la pomme est dans le panier, mais c'est toute la récolte qui est gâchée. Le serpent ne fait qu'un seul cadeau, son venin qui empoisonne l'existence. Alors, laissons chaque chose à sa place. Laissons la pomme dans le jardin d'Éden et laissons au diable le mépris des égoïstes. Adieu les contraintes de la vie et aux hommes la jouissance éternelle. On vient donc d'écouter Zakaria Gasmi de Sciences Po Toulouse. Je vous propose qu'on passe au deuxième débat de la soirée. Je vous rappelle que le débat dure 5 minutes, qu'au bout de 5 minutes 30, je serai contraint de venir vous interrompre. Vous animerez toujours ce débat. Et ce débat opposera Sébastien Broyard de Sciences Po Toulouse à Guillaume Giaoui de Sorbonne Université. Honorable contradicteur.
qui est-ce qui est pour croquer la pomme? C'est le monsieur, très sympathique. Est-ce que croquer la pomme, ça n'est pas offenser le principe de précaution? Quel principe de précaution? Quelle précaution? Au contraire. Oui, croquer la pomme, c'est offenser le principe de précaution, mais c'est le principe de précaution qui nous empêche d'avancer. C'est le principe de précaution qui nous fait stagner. Croquer la pomme, c'est prendre un risque. Croquer la pomme, c'est d'abord la prendre. C'est un geste. C'est lever la main et la tendre vers l'arbre. Ce même geste de lever la main en classe pour poser une question, pour obtenir la connaissance. La main, la tendre vers quelqu'un d'autre. Que fera-t-il de notre main? La trahira-t-il ou la prendra-t-il? Coopérerons-nous ou serons-nous lâchement trahis? Voilà où est le risque. Mais le risque, c'est l'espoir. Et sans espoir, je ne veux pas faire partie de ce monde. Vous qui ne voulez pas croquer la pomme, est-ce que l'invention du couteau économe, par exemple, est un élément qui vous permet de réfléchir différemment à cette question claire? Est-ce qu'on doit éplucher la pomme? Est-ce que l'éplucher permet de la croquer plus facilement, en tout cas avec moins de regrets? Merci, monsieur le juré, car si nous ne faisons que croquer la pomme... Monsieur le député. Monsieur le député. Et donc, monsieur le député, ce soir, malheureusement, nous n'avons pas d'honorable représentant d'une circonscription de Normandie qui pourrait nous défendre une boisson comme le Calva. Or, si nous ne faisons que croquer la pomme, que deviendrait ce beuvage? Que deviendrait la manzana? Que deviendrait la tarte tatin? Il faut éplucher la pomme pour vraiment la savourer, pour vraiment la déguster. Et c'est la même chose dans la vie. Il faut prendre son temps. Ève est effrayée, elle est sur le bord de l'interdit, elle n'a pas vraiment conscience dans ses passions tristes, un peu partagées, de la colère, peut-être l'envie, beaucoup la peur, elle se précipite. La pomme, ce fruit peut-être miraculeux, toute cette connaissance, d'un coup de croc, elle la défigure. Moi je dis, prenons le temps, admirons. La pomme, c'est quelque chose de très beau, de magnifique, on pourrait passer des heures à l'admirer, on a bien peint des tournesols en milliers d'exemplaires, la pomme aussi. Or, d'un coup de croc, on la défigure. Non, pelons-la, voyons toutes ses qualités. Est-ce que vous avez réfléchi à la compote? Ah, j'en oublie, je m'excuse. Mais alors, une question. Cette pomme, la pomme de l'Éden, comment l'appelle-t-on? Pardon? Cette pomme de l'Éden, oui. Comment l'appelle-t-on? Eh bien, on l'appelle le fruit défendu, et en fait, c'est sans doute une erreur de traduction qui fait que nous l'appelons la pomme. Vous savez, on l'appelle avec un couteau, comme toutes les pommes. Mais, cela dit, non, sans mauvais jeu de mots, je pense qu'il est important de donner son nom à la pomme. C'est l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Et tout le problème, c'est qu'il y a la connaissance et la connaissance du bien et du mal. Et que la connaissance, elle, ignore le bien et le mal. Non? Alors, est-ce qu'il faut croquer la pomme de la connaissance du bien et du mal? Si on reconnaît le libre arbitre, nous parlions tout à l'heure de la République, si on croit en la liberté d'expression, en la liberté de penser, en libre arbitre, il faut et la connaissance du bien et du mal. Il y aura toujours la belle connaissance objective, la vérité, qui nous sera toujours extérieure, qu'on n'effleurera que du doigt, comme les pommes d'or du jardin des Hespérides. Et il y aura celle du bien et du mal que nous aurions de manière plus subjective, peut-être moins bien définie, et souvent avec des erreurs. Alors, faut-il croquer les deux? On dit bienheureux les simples d'esprit, peut-être a-t-on raison. Je vois aujourd'hui un monde où, alliant la pomme de la connaissance et peut-être une science sans conscience qui nous ouvre un chemin un peu périlleux, je vois des inventions qui me donnent peu de raisons d'espérer. L'horloge de la fin du monde qu'on a inventée pour la guerre froide, que nous croyons révolue, terminée, aujourd'hui, elle est à l'heure H, moins 2 minutes. On voit des laboratoires en Chine qui commencent à modifier le génome humain de manière héréditaire. Où allons-nous? Vous parliez du principe de précaution. Il n'a pas été inventé pour lever la main en classe, pour manger une pomme, mais pour ces décisions dangereuses que nous devrions prendre en toute conscience, et apparemment ce n'est pas le cas. Si je peux me permettre, qui n'a pas conscience du bien et du mal? Tout le monde. Non, les enfants n'ont pas conscience du bien et du mal. Et fort heureusement,
Il y a les parents qui sont là pour eux. Quand ils veulent, je ne sais pas, mettre les doigts dans leur prise pour essayer, les parents leur disent non, tu vas te blesser. Quand ils veulent traverser la rue sans faire attention, les parents leur disent non. Mais si l'homme n'a pas connaissance du bien et du mal, qui sera le parent de l'homme? Qui sera le père? Dieu peut-être? Vous êtes un homme adulte. Oui. Définissez-moi, s'il vous plaît, le mal, car moi aujourd'hui je suis un peu perdu. Je vois Emmanuel Todd qui m'éclaire de sa connaissance. J'étais républicain tout joyeux de l'esprit du 11 janvier, et on vient m'annoncer que c'est finalement une classe bourgeoise et dominante qui réaffirme sa domination, comme malheureusement depuis 1789, car il faut bien le dire, la bourgeoisie l'a fait. Depuis 1789, à chaque fois, la bourgeoisie a tapé fort et très fort sur les classes populaires. Et lorsqu'on est enfant, qu'on est émerveillé de cette révolution, on découvre cette vérité un peu dérangeante. On n'aurait pas voulu croquer la pomme. Eh bien, je crois que c'est la même chose pour le mal. Pouvez-vous vraiment le définir de manière si précise? Le mal? Oui. Vous en avez un devant vous. Un beau mal. Et je m'en pâme. Je vous remercie. Ce sera le mot de la fin. C'était 5 minutes, on a dépassé le temps. Je vous remercie beaucoup. J'espère que le débat sur la pomme est tranché. Et je vous propose maintenant que nous passions au troisième sujet de la soirée. Vous rasseoir. Bravo. Le troisième sujet de notre soirée, la langue est-elle fasciste? Alors, on en vient au problème dont je vous parlais tout à l'heure. Le problème, c'est Super-Héros. C'est pas le problème, c'est l'école. Mais le problème, c'est qu'ils se sont désistés au dernier moment. Donc, nous n'aurons que l'Institut libre d'études des relations internationales qui fera seul à l'affirmative de discours suivi du débat grâce à un étudiant de Sciences Po Toulouse. Donc, je vous demande d'accueillir Diane Serra de l'Institut libre d'études des relations internationales. Mesdames et messieurs, bonsoir. En tant que digne représentante de l'Illérie, je viens vous présenter le fascisme de la langue. La langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste. Elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Ce soir, la langue m'oblige à la défendre, comme elle a obligé Roland Barthes à lui dédier son discours un jour de janvier 1977. Ce soir, la langue est bafouée par un groupe de jeunes hommes que l'on qualifiera de progressistes, des jeunes hommes qui ont décidé de renier la civilisation, puisque c'est par la langue qu'elle s'est construite. Car oui, c'est par le biais d'une langue principalement constituée de dessins que nos ancêtres préhistoriques se sont unis, par un même vécu dont les grottes de Lascaux et d'Arcy-sur-Cure en sont encore les témoins aujourd'hui. C'est elle qui a fédéré les nations pour en faire ressortir le meilleur, que ce soit en temps de crise ou en temps de guerre, car c'est par elle que se transmettent les valeurs fondamentales de l'humanité. J'entends la solidarité, l'appartenance communautaire, l'honneur, le respect et la dignité. Peut-être est-ce cela que vous appelez le fascisme, messieurs. Si c'est le cas, alors j'accepte que la langue soit fasciste et j'accepte d'être moi-même fasciste. Je viens vers vous ce soir en tant qu'amoureuse de la langue, de la culture qu'elle dégage et de sa puissance. Une simple question. Préférez-vous le langage que les jeunes s'adressent, aujourd'hui dont la phrase suivante est un exemple? « Wesh frère, t'as pas vu Mazouz ?» Ou bien le phrasé que les générations précédentes maîtrisaient avec tant de grâce. « Salutations, cher ami, n'auriez-vous pas vu à tout hasard ma douce et tendre ?» Eh bien, je pense que vous connaissez la réponse. Savoir manier la langue, c'est ce que nous ne savons plus faire. En grande partie parce que nous sommes dans une société victimiste, traumatisée par des régimes totalitaires qui ont utilisé la véhémence, la langue ainsi que son fascisme pour commettre des atrocités. Mais mesdames et messieurs, est-ce une raison pour dévaloriser la langue? Le fascisme n'est qu'un outil et non une finalité. Qui dans cette assemblée se lèverait pour donner une définition exacte du fascisme sans avoir fait de recherche préalable? Grand sage est celui qui pourrait, car tout au long de notre vie, les cours d'histoire nous ont martelé l'esprit d'Hitler, Mussolini et d'autres dictateurs se revendiquant fascistes quand ils étaient simplement racistes. Le vrai fascisme langagier, c'est celui qui exclut le doute et l'indécision. Le vrai fascisme langagier, c'est la force de conviction qui réunit une communauté autour d'une langue et de principes qui l'accompagnent. C'est de pouvoir imposer une façon de voir et une façon de vivre à un groupe de personnes par un simple discours qui les touche au plus profond d'eux-mêmes. Un discours qu'ils intériorisent pour qu'il devienne un code de conduite. N'est-ce pas ce qu'a fait Charles de Gaulle durant la guerre?
N'a-t-il pas réuni une nation déchirée par un simple discours? N'est-ce pas ce discours qui a lutté contre le totalitarisme? Mesdames et messieurs, là est la vraie force du fascisme, sa vraie nature et sa seule puissance. La langue est un vecteur communautaire. Nous l'expérimentons tous les jours lorsque nous allons en voyage à l'étranger. Arrive un moment où nous rencontrons quelqu'un qui parle la même langue que nous. Alors se crée une affinité naturelle, puisque nous partageons la même culture, les mêmes valeurs la plupart du temps. Et il est tellement plus simple d'être avec quelqu'un qui nous comprend, et ainsi se sentir intégré dans un groupe, plutôt que de se perdre dans les méandres d'une langue inconnue, dont nous ignorons les subtilités et qui nous érige directement au rang de marginal, de banni ou simplement d'étranger. La langue est intolérante. Peut-être est-ce ici aussi le reflet de son fascisme, car ce dernier rejette tous ceux qui n'adhèrent pas à son message. Ainsi marche la langue. Son message peut parfois être dur, parfois sexiste, l'exemple le plus probant étant la primauté du masculin sur le féminin. Prenez toutes les femmes du monde, ajoutez-y un chien, et n'importe qui les qualifiera de « il » au pluriel. Est-ce juste? En effet, ça ne l'est pas. La langue a un pouvoir absolu sur nous. Sans elle, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes totalement assujettis à elle. Et le simple mot « sujet » dans la grammaire en est la preuve. D'ailleurs, lorsque vous en voulez à quelqu'un, un proche, une connaissance, les plus sanguins iront à la confrontation directe, alimentée par des insultes et des noms d'oiseaux en tout genre. Mais ce ne sont pas ces mots qui heurteront votre auditeur. Au pire, ils l'offusqueront. Non, ce ne sont pas ces mots. C'est l'ignorance et le silence qui affectent le plus une âme, car elle n'a aucune résonance. Sans réponse, elle n'a pas d'existence, ni d'écho. Mesdames et messieurs, ne rougissez pas de honte devant la vérité, car même si le mot fasciste a été utilisé à tort et à travers pour diaboliser des hommes et des femmes qui nous font peur, je sais que vous serez assez érudits pour voir que tout cela n'est qu'une mascarade et que le fascisme est bien plus grand et bien plus beau que toutes ces querelles politiques. La langue est fasciste, intolérante et sévère, mais elle incarne notre culture, notre âme, notre communauté et notre humanisme. Donc on vient d'entendre Diane Serra de l'Institut libre d'études des relations internationales et je vous propose maintenant d'écouter Daphné Fouja, toujours de l'Institut libre d'études des relations internationales, pour un second discours à l'affirmative. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis dans une très belle salle d'une sublime ville, temple de l'éloquence et donc de la langue. Messieurs l'opposition, vous étiez censés vous adonner avec nous au plaisir de la langue, cet exercice éthique qu'elle ajoute oratoire. Et vous, notre chère assemblée, pendue à nos lèvres comme dans le mythe d'Hercule le Gaulois, dont la bouche fut autrefois reliée aux oreilles de ses auditeurs par des chaînes en or, ces liens symbolisant l'énergie du verbe unissant les membres de la communauté. Oui, la langue s'appuie sur une mystique romantique, la nostalgie d'un temps meilleur où l'on parlait mieux. Alors, je ne suis pas Hercule et votre attention ne tient pas à un précieux métal, mais nous sommes bel et bien une communauté rassemblée par la magnifique et l'unique langue. Parce que nous aimons cette langue, nous aimons la famille fusionnelle que nous offre la langue. Nous sommes tous ensemble dans ce bateau qu'est la vie. Nous partons comme Céline en voyage au bout de la nuit en pensant conquérir la langue alors que nous sommes déjà conquis par sa beauté mystérieuse et légendaire. Et ailleurs, alors que dans l'espoir de recouvrer un peu de chez nous, nous parlons et nous écrivons cette langue si magnifique qui est la nôtre. Ainsi, nous retrouvons notre mère fasciste que nous chérissons tant et que nous quitterions 1000 fois pour ce bateau qu'est la vie. Oui, on est dans la langue. Elle est cette mère dominatrice que nous ne pouvons renier, cette force discrète
et anonyme qui embrigade les foules. Elle est irrésistible et imprenable, telle l'oiseau éphémère qu'on libère, elle s'extirpe de sa chrysalide et nous fascine par sa beauté splendide. Mais la langue fait également partie de ces codes provoquants, vociférants, parfois arrogants, mais toujours sublimes et fédérateurs. Elle bannira ceux qui ne la maîtrisent pas et protégera ceux qui la servent. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons choisi d'assumer la langue et son fascisme. Nous sommes fiers de cet idéal collectif suprême. Nous portons haut et fort les couleurs de cette langue qui nous rassemble tous. Ce soir, l'heure du retour à la règle a sonné. En faisant croire aux enfants que le langage est un piège dangereux, nous leur avons crevé les yeux, les livrant au silence brutal. Mais cette grande héroïne qu'est la langue ne faiblira pas. Elle continuera de dire, d'affirmer, d'asséner et de blesser. Oui, parfois, elle coupe, elle découpe, c'est une arme blanche qui ne fait pas de bruit ou juste à son déclic que l'on aime ouvrir encore et encore. La langue est donc dirigiste par définition. Elle suscite fascination idéologique et esthétique manifeste. Quel est votre poème préféré, par exemple? Permettez-moi donc de vous lire quelques lignes. Capitaine, capitaine, tu peux garder ton fusil. Je n'ai pas appris la haine et je respecte la vie. Tu peux bien, militaire, fusiller les insoumis. Je n'irai pas à la guerre puisque je n'ai pas d'ennemis. Camarade, camarade, ils attendent, camarade, que tu tires le premier. Ceux qui prennent les mêmes armes seront mis dans le même panier. Et ce n'est pas par la violence que triomphent les idées. Messieurs les négatifs, vous pouvez donc bien prendre les armes pour incriminer la langue, mais cette déesse ne peut assurément pas tomber de son Olympe et toujours du haut de sa superbe, elle triomphera. Et c'était Daphné Foujas, toujours de l'Institut libre d'études des relations internationales. On va passer maintenant au troisième et dernier débat de cette soirée, débat un peu particulier, qui se passera donc entre Marie-Charlotte Potet de l'Institut libre d'études des relations internationales et Sébastien Breuillard de Sciences Po Toulouse, qui a accepté de remplacer les membres de Supaéro. Je vous remercie et je vous laisse écouter le débat. Si j'osais corriger le grand esprit qu'était Roland Barthes, est-ce que vous ne trouveriez pas plus juste l'appréciation de la langue comme libertaire? Alors la langue comme libertaire, pourquoi pas, mais alors si on prend le principe de liberté, il faut tout de suite lui associer le principe d'égalité. Et la langue n'est pas égalitaire en le fait qu'elle n'est pas individuelle, et donc, je veux dire, on ne peut pas communiquer, les langues entre elles ne sont pas égalitaires car elles ne se comprennent pas, elles s'entre-dévorent et au final, elles finissent par ne pas se comprendre et ne pas dialoguer entre elles. Donc les langues ne sont pas libertaires à mon avis. Toutes les langues ne se valent pas en fait, c'est bien ça. Toutes les langues ne se comprennent pas, donc on ne peut pas les comparer ni les valoir les unes entre elles. Mais écoutez, pourtant toutes les langues sont des fusions d'autres langues. J'ai été un peu étonné pour une école de relations internationales que vous n'évoquiez pas les plurilinguistes. Les gens qui parlent plusieurs langues. À l'Illyrie, sans doute, comme dans mon école, puisque c'est le monde moderne et il a au moins cela de positif, nous rencontrons des gens de partout qui parlent le français avec un charme un peu particulier, avec ce petit accent qu'on ne retrouve nulle part, même ici à Aix, où pourtant il est charmant. Mais ces particularités finiront toujours par être annihilées et au final exclues. Toujours. Écoutez, la France existe depuis maintenant très longtemps, quelques siècles. Et pourtant, force est de constater que moi, Parisien, quand je descends à Toulouse, quand je vais à Marseille, j'entends une musique charmante et bien différente de ce que j'ai l'habitude d'entendre. Même si on accorde de la sympathie aux accents archaïques des Québécois ou tropicaux du Archaïque? C'est archaïque, le québécois est une langue archaïque, voyons. Alors, elle est très charmante. Mais c'est quand même archaïque et ça peut être sympathique.
Mais tout du moins, ces différences finiront par être complètement annihilées et exclues. Et la normalité finira par reprendre le dessus, parce que justement, c'est la langue, la sublime et la déesse de cet Olympe qu'on ne peut pas contester. Je crois que ce qui est fasciste dans votre discours, mademoiselle, ce n'est pas la langue, c'est le monde. La langue est là pour décrire le monde. Peut-être dans un monde un peu sclérosé, trop marqué, buté, borné de partout, nous croyons qu'il nous est imposé de parler, d'utiliser toujours le même mot. Mais si d'un coup on décidait d'être inventif, si d'un coup on n'avait plus cette dictature de la société de consommation qui nous impose tous d'avoir le même iPhone, Apple, plus ou moins le même modèle, si nous avions tous des téléphones différents, toutes les choses étaient différentes, il nous faudrait à chaque fois des nouveaux mots, nous inventorions. D'ailleurs, regardez, combien de langages ont été inventés? Vous dites que mais pour qu'un langage soit inventé et créé et au final diffusé, il faut bien qu'il soit fédérateur. Et c'est ce caractère fédérateur qui fait que la langue est fasciste. Car elle réunit. Mais pourquoi n'aurions-nous pas plusieurs langues? Regardez, j'ai des amis qui parlent très bien français et ils parlent également l'elfique par adhésion à Tolkien et à son œuvre du Seigneur des Anneaux. Et est-ce pour autant qu'ils sont compris par toute la société? Pardon? Donc ils font partie de deux sociétés différentes, la société française et la société elfique. Donc ils ont deux guides. Les réunions de famille sont difficiles, je vous l'accorde. Et cher monsieur, vous qui avez remplacé au pied levé en quelque sorte au débeauté Super Héros qui a joué les filles de l'air dans cette affaire, est-ce que vous pensez que l'accent, je ne pense pas à moi en particulier, est-ce que vous pensez que l'accent atténue le fascisme de la langue? Il réintroduit un peu de différence. Le fascisme, c'est nous sommes tous communs, tous identiques, tous assemblés dans un même modèle. Nions cette individualité, cette différence, puisqu'après tout, la liberté, c'est pour les autres. Donc oui, l'accent, ça remet de la différence. Mais au-delà de l'accent, peut-être que ce qui nous manque un peu à notre école républicaine qui a tant de gloire et tant de défauts, c'est de nous apprendre à jouer avec les mots, à nous dire que la langue n'est pas figée. Peut-être ce qui se passe plus facilement dans d'autres langues moins cartésiennes que la nôtre, les Allemands ont cette spécialité avec une langue agglutinante d'inventer un peu leur guise, eh bien, on a les accents, on a la poésie. Je pense à un auteur que j'ai oublié, mais qui avait écrit La figue sèche, et qui creusait encore, qui revisitait cet objet. Eh bien, c'est toujours ça finalement, on est un peu dans le même thème, celui qu'on a éveillé depuis la Révolution et même depuis l'Antiquité, c'est que l'humanité s'est demeurée dans l'irrepos de l'esprit, toujours interrogée, que ce soit la langue ou le monde. Mais c'est justement de ce fascisme langagier que vient le dynamisme, parce qu'au final, le fascisme langagier, ça n'a rien à voir avec les chemisoirs, les hussards, les brassards, ou un duce sur une falaise qui vocifère des discours. Le fascisme langagier, c'est justement, c'est pas le refus de la langue, c'est le refus du oui mais, c'est le refus de la contradiction. C'est justement cette confrontation qui apporte ce dynamisme entre les différents accents, comme vous dites. Le fascisme langagier, ça vient de cette diversité unificatrice. L'union dans la diversité, n'est-ce pas la devise de l'Europe qui pourtant recueille plus de 28 langues? Mais est-ce que pour vous, la langue, c'est un facteur de cohésion ou d'exclusion? C'est un facteur. Est-ce qu'il n'y a pas une langue qui a une dimension historique, facteur de cohésion, et une dimension géographique, facteur d'exclusion? Mais à partir du moment où quelque chose est facteur de cohésion, ça implique directement de l'exclusion. On ne peut pas faire une cohésion en un groupe sans en exclure des personnes, sinon ce n'est plus un groupe. Pour faire une cohésion, il faut obligatoirement exclure des personnes. Pas de nous sans eux. Alors, est-ce qu'on peut, effectivement, la langue, c'est un facteur d'appartenance, et aujourd'hui, il y a toute une pensée qui considère, dès qu'on parle appartenance, oh là là, mais alors, ça doit être fasciste. Non, c'est l'individu qui doit prédominer, et la langue, c'est ce qui empêche l'individu de prendre toute son autonomie, car il n'y a pas de langue individuelle. Exactement, sans ça, l'individu ne peut pas communiquer, il ne peut pas exister, car au final, un individu qui parlerait une langue qui lui est propre, il ne pourrait pas communiquer avec les autres, et on n'existe qu'à travers le regard des autres et la communication avec l'autre. C'est en ça que la langue est fasciste, car elle permet au groupe d'exister, et concrètement, elle est facteur de civilisation, comme Huntington le disait dans son ouvrage, car la langue, la religion, et au final, la géographie, le territoire font partie des facteurs justement d'unification et de civilisation. Donc sans langue, il ne peut pas y avoir de civilisation, donc pas d'existence civilisationnelle, pas d'évolution. Vous avez parlé de l'impossibilité d'une langue particulière, mais les poètes ne créent-ils pas leur langue et pourtant ne sont-ils pas compris? Et ce sera la question de la fin, sans réponse, hélas. Je vous remercie beaucoup. Voilà.
Excusez-moi. Ah, la bise. Sans la langue. Tous les candidats sont donc passés. Je vous propose qu'on puisse souffler, vous, moi, nous, pendant une vingtaine de minutes pour l'entracte. Ça vous permettra à vous de délibérer et de vous annoncer le résultat. À tout à l'heure, dans 20 minutes. Merci beaucoup. Je vais réaccueillir le jury. Nous allons réaccueillir le jury qui a pu délibérer pendant ces quelques minutes. On va les laisser entrer, s'ils veulent bien entrer. Monsieur Bilger, nous vous attendons. Une des 5 écoles présentées ce soir, une des 5 délégations présentées ce soir a donc été éliminée. Je vous laisserai l'annoncer. Les écoles retenues seront annoncées dans le désordre et vous pourrez les voir demain à nouveau en finale au Grand Théâtre. Monsieur Bilger, je vous laisse la parole maintenant. Eh bien, dans le désordre... Et je vous laisse aussi prendre le micro qui est en dessous. La délégation aixoise, Sciences Po Toulouse, Sorbonne Université, l'École des Relations Internationales et, j'allais dire en dernier, Centrale. Donc vous avez compris... Oui, pour une fois. Voilà. Alors les écoles sélectionnées montent, je crois, et y compris Centrale, bien sûr. Mais... Ce qui prouve que... Installez-vous par comme vous le souhaitez. Messieurs Bilger, De Closet et Menucci, si vous le souhaitez, vous avez un moment pour vous exprimer sur ce que nous avons vu ce soir. D'abord, en tant que président, je voudrais tous vous féliciter parce que ça n'est pas important seulement de participer, mais un exercice fondé sur la langue, la parole et l'expression attire déjà toute ma sympathie. Ensuite, je pense à l'un d'entre vous en particulier qui a su user de la parole comme il convient en la fondant sur les vertus humaines fondamentales. Liberté, sincérité, spontanéité, improvisation au moins apparente, et je vous recommande à tous de le faire. J'ai été un petit peu surpris de vous voir lire, apprendre par cœur, ça n'est pas la parole, cela. C'est quelque chose qui est un exercice forcément conventionnel. Alors que quand vous prononcerez des discours importants, vous serez professeur, avocat, homme politique, femme responsable, eh bien pensez à cela et dites-vous que les vertus humaines fondamentales sont le meilleur socle pour avoir une parole réussie. Et puis, pour terminer, je veux dire la qualité de vos prestations fait que notre délibéré n'a pas été simple ni facile et heureusement je n'ai pas eu besoin d'user d'une voix majoritaire pour aboutir à un consensus. Je peux dire que nous sommes tombés d'accord et c'est un exploit entre un grand journaliste, un homme politique engagé et quelqu'un qui a été magistrat et qui ne déteste pas non plus faire dans la provocation intellectuelle. Donc nous sommes ravis d'avoir établi ce jugement qui ne rend personne inférieur et qui doit profondément encourager tout le monde pour l'avenir. Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense avec Pierre Bilger, mais je pense que tous les trois, et c'est bien ce qui a fait, vous avez raison, la difficulté de notre délibération, qu'on a été heureusement surpris par la qualité de vos interventions. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, tout le monde n'était pas au même niveau dans les mêmes équipes.
hein, et qu'il fallait juger une équipe alors que nous, on aurait eu plutôt envie de juger des individus. Mais c'est vrai aussi qu'on a été impressionné par le fait qu'un seul d'entre vous avait pris le risque du sans-filet, alors que, mais attention, rien ne se prépare autant que l'improvisation. C'est-à-dire que si l'on veut prendre le risque de ne pas lire, et c'est bien ça, à la télévision, on a le choix de lire ou de ne pas lire. J'ai jamais pu lire. La seule fois où j'ai voulu lire, je me suis pris les pieds dans le prompteur et j'ai plus jamais fait. Mais je n'ai jamais parlé à la télévision sans avoir écrit. On doit d'abord écrire son texte, on doit bien le construire. Éventuellement, on se met 4 ou 5 mots à l'œil pour être sûr de ces enchaînements. Mais après, quand on a bien tout écrit, alors c'est le bonheur d'improviser en fonction de la réaction du public. Je pense qu'il faut que vous vous entraîniez, et beaucoup d'entre vous sont à un niveau suffisant pour ne pas s'accrocher au texte, pour se lancer en sachant qu'ils s'en sortiront et qu'ils n'ont pas besoin de ce filet qui les retient alors qu'ils devraient s'élancer. Je voudrais juste une réflexion au moment où, dans les médias, en permanence, on a ce débat sur les outils du numérique, sur les iPads, j'ai moi-même un bébé, je me demande toujours, enfin un petit garçon, et je me demande toujours combien de temps par jour devrait-il ne pas utiliser l'iPad. Vous savez, ces questions-là que vous vous poserez les uns et les autres bientôt. Et je crois que vous avez démontré ce soir que malgré tous ces outils numériques qui sont notre, au fond, la prolongation de nos membres, il y a quand même la question du verbe, la question de la conviction, elle passe par là. Et moi, je dois dire, j'étais très impressionné par ce que vous avez fait globalement, et aussi par l'organisation qui a cette idée formidable de mettre le verbe à l'honneur, et en se disant qu'au fond, la conviction, et c'est vrai que moi, mon métier, c'est d'essayer de faire les choses après avoir convaincu les électeurs de me donner les moyens de le faire, c'est quand même, ça passe par là. On a beau utiliser des tweets et tout un tas d'autres choses comme ça, et des SMS, c'est quand même dans le discours, dans l'explication, quand on a 5 minutes pour articuler 3 idées, on arrive à amener la conviction. Merci de nous avoir redonné cette leçon ce soir. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, on va passer au tirage au sort des écoles afin de savoir lesquelles nous entendrons sur quel sujet demain lors de la finale au Grand Théâtre. Vous avez une urne devant vous, Monsieur Bilger, je vous laisse tirer au sort ces écoles. Sorbonne Université. Donc sur le sujet, la France a-t-elle donné son congé au monde? À l'affirmative, nous aurons Sorbonne Université. Et Hillery. Qui sera donc à la négative sur ce même sujet. Nous allons maintenant passer au deuxième sujet. Sciences Po ex AMU. Trop ne vaut rien. Sciences Po ex-Marseille Université à l'affirmative. Et je crois que le suspense est limité pour la négative. Voilà. Sciences Po Toulouse. Donc Sciences Po Toulouse pour trop ne vaut rien à la négative. Je vous remercie beaucoup, cher jury, je vous remercie beaucoup aussi. J'invite peut-être l'équipe du festival à monter sur scène maintenant et à nous rejoindre pour une photo finale avant de vous laisser libre partir et que nous nous revoyons demain. Alors, de toute évidence, l'équipe du festival n'est pas en train de monter sur scène, mais devrait arriver. On peut en attendant faire des photos peut-être avec les candidats et le jury. Une photo.
Alors j'en profite pendant ce temps avant de vous laisser partir pour vous rappeler que demain, vous assisterez, si vous le souhaitez, à la finale au Grand Théâtre de Provence du concours d'éloquence. Vous pouvez encore acheter des places si vous ne les avez pas encore. Pour les acheter, vous pouvez aller au siège du festival, au 38 rue du Puy-Neuf. La billetterie est aussi sur place, sur le site fnac.com, à la Fnac. Excusez-moi, je fais de la vente en attendant. Mais aussi sur le site des Journées de l'éloquence. On peut maintenant inviter, je pense, l'équipe du festival. Je vous remercie beaucoup. Si vous me le permettez, je vais vous retenir encore quelques minutes. Je tenais à remercier toute l'équipe du festival qui est mobilisée, engagée jusqu'au bout pour vous assurer les meilleures conditions, pour vous permettre d'accéder aux soirées dans les meilleures conditions. J'espère que ça vous plaît, que le festival vous satisfait et on espère vous revoir demain pour la finale. C'est vrai que j'ai toujours une petite passion pour Aix, mais j'essaierai d'être objectif demain. Alors venez soutenir les équipes et plus particulièrement l'équipe aixoise. Je vous remercie et à demain.